Lorsque l'obscurité de la nuit s'installe, l'humanité est souvent abandonnée à ses propres peurs. Les gens se réfugient dans le faux confort d'un feu de camp, en partageant des histoires de terreur pour affronter leurs démons intérieurs. Ce rituel de la peur a été érigé en tradition par les cow-boys du Far West, laissant derrière eux des récits qui nous hantent encore aujourd'hui. Dans l'ancien Ouest, les autochtones avaient l'habitude de partager des légendes et des superstitions séculaires avec des hommes de la frontière, contribuant ainsi à répandre la terreur de ces histoires au-delà de la région. Une histoire particulièrement terrifiante fait référence au chant d'un oiseau, une entité surnommée l'oiseau de la mort. On parle d'un oiseau noir, très semblable à une corneille, dont le chant ressemble à la complainte d'une femme. La mélodie est considérée comme un mauvais présage et lorsqu'on l'entend, c'est que la mort est proche. Les Amérindiens en sont venus à associer cet oiseau à la tragédie et à dire qu'il était attiré par ceux qui étaient destinés à mourir de mort violente. Chaque fois qu'il se nourrissait de viande, cet oiseau cherchait à dévorer les morts, en particulier les yeux. Une légende prétendait que si l'oiseau se posait sur l'ombre d'une personne, celle-ci mourrait en moins d'une semaine. En 1840, un journal à grand tirage publie un poème sur la légende de l'oiseau de la mort. Dès lors, les cow-boys, les hors-la-loi et les hommes de loi se mirent à guetter tout oiseau noir qui croisait leur chemin et tentait de se poser sur leur ombre. Avec la ruée vers l'or s'accompagne d'une nouvelle forme de peur, celle des dangers inconnus tapis dans l'ombre. Les prospecteurs devaient être sur leur garde à tout moment et le moyen le plus courant de protéger leur intérêt était de dresser des chiens d'attaque. Transformer ses fidèles compagnons en armes de violence était considéré comme une nécessité. Ils étaient donc soumis à des pratiques cruelles, comme être battus, affamés et même nourris de chair humaine pour les rendre plus agressifs. Le résultat était une force de la nature inarrêtable, une bête qui ne pouvait pas être apprivoisée et une créature qui apportait la mort à tous ceux qui étaient assez fous pour la provoquer. Bien souvent, ces chiens finissaient par se retourner contre leur maître. Leur sauvagerie était telle que lorsque les mines étaient fermées, ils préféraient les tuer plutôt que de les emmener à la civilisation. Eldorado Canyon est devenu célèbre pour ses chiens d'attaque. Certains affirment qu'au plus fort de l'activité dans la région, au moins une centaine de ces animaux violents protégeaient les mines. À la fin de l'exploitation minière, au lieu d'abattre les animaux, on finit par les relâcher dans l'immense gorge du canyon. Pendant de nombreuses années, l'endroit a été abandonné et personne n'y est retourné. Des décennies plus tard, lorsqu'ils ont lancé un projet de transformation du site en barrage, des rumeurs ont commencé à faire état de chiens sauvages, bien plus féroces que tous les animaux jamais vus auparavant. Les animaux agissaient en meute, attaquant tout ce qui se trouvait sur leur chemin pour défendre leur territoire, avec une détermination admirable. Toutes ces années d'isolement ont fait d'eux de véritables chiens d'enfer. Certains affirment qu'ils vivent toujours dans ce désert et qu'ils sont responsables de nombreuses attaques et disparitions dans la région. Selon la rumeur, Jesse Woodson James était plus qu'un simple hors-la-loi. Il était une entité du mal à l'état pur, semant la terreur dans le cœur de ceux qui osaient croiser son chemin. Son règne de terreur entre les années 1860 et 1880 était légendaire. Mais tout à coup, des histoires sur la mort de Jesse James ont commencé à circuler. Certains affirment qu'il était battu d'une balle dans le dos et qu'on n'a plus jamais entendu parler de lui. Cependant, certains chuchotent que sa mort n'était qu'une ruse, qu'il avait conclu un pacte avec le diable en personne. Un pacte qui lui accordait une seconde chance sur Terre, mais seulement s'il acceptait de devenir un faucheur, un collecteur d'âmes des morts. L'histoire du pacte de Jesse James avec le diable se répandit rapidement dans le pays, et bientôt, de nombreuses personnes rapportèrent avoir vu l'esprit vengeur. On disait que le seul moyen pour lui de trouver la paix était de réclamer les âmes de 1000 pécheurs. Et c'est ainsi qu'il apparaissait au cœur de la nuit, vêtu d'un manteau noir, monté sur un cheval noir, les yeux brûlants comme des braises, des pistolets d'argent à la main. À chaque coup de feu, un panache de fumée sulfureuse s'élevait dans les airs, et tous ceux qui avaient osé pactiser avec le diable étaient traqués sans pitié. La légende veut qu'après avoir revendiqué 1 millier d'âmes, Jesse James puisse revenir à la vie, mais le diable avait d'autres projets,
et le fantôme du célèbre hors-la-loi est aujourd'hui confiné dans sa dernière demeure, à Kearney dans le Missouri. On murmure que le spectre de Jesse James répond toujours aux appels désespérés lancés les nuits de pleine lune. Si la demande est suffisamment intrigante, le bandit mort sortira de sa tombe pour accomplir une nouvelle mission mortelle. L'obscurité plane sur les montagnes superstitions de l'Arizona, un lieu mystérieux où l'on raconte qu'une fortune légendaire se trouve dans ses profondeurs. La mine perdue du Hollandais, un Eldorado qui a donné lieu à toute une vie de recherche, avec des histoires de charlatans vendant des cartes à des personnes sans méfiance. Mais comment l'histoire a-t-elle commencé? À la fin des années 1870, un homme mourant est retrouvé dans le désert, délirant et déshydraté. Il parlait avec une langue que personne ne comprenait, jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse qu'il s'agissait de l'allemand. Avec l'aide d'un immigrant allemand, l'homme fut finalement identifié comme étant Waltz. Il parla d'une montagne d'or à l'intérieur d'une mine. Ces paroles ont donné naissance à la légende de la mine du Hollandais perdu. La vérité, c'est que personne n'y a prêté attention. Il n'est pas étonnant que le mineur soit devenu fou face à une telle solitude et à une telle paranoïa. Finalement, Waltz mourut. Mais avant de mourir, il dit qu'il avait apporté une partie de l'or dans son sac. L'interprète se rendit sur le site où Waltz avait été retrouvé et découvrit effectivement un sac contenant une quantité considérable de poussière d'or. Lorsque la rumeur commença à se répandre, tout le monde devint fou. Une véritable ruée vers l'or se produisit dans la région et des mineurs de tout le pays vinrent chercher la mine perdue du Hollandais. À l'époque, les habitants du Vieil Ouest appelaient German Dutchmen ou Allemands les Hollandais en français. Je suis d'accord, ça fait pas plus de sens, mais admettons. L'obscurité s'est abattue sur les Superstition Mountains et la mystérieuse Lost Dutchman Mine semblait attirer un nombre croissant de personnes, avides de richesses qu'elle promettait. Mais au fil des semaines et des mois, un nombre impressionnant de personnes ont tout simplement disparu. Certains parlent d'accidents horribles, d'autres d'une présence inquiétante tapie dans l'ombre. Inévitablement, il y a eu beaucoup d'accidents, mais cela n'expliquait pas toutes les disparitions. Plus inquiétant encore, personne n'a pu expliquer l'apparition de mains, de pieds et de têtes dans les montagnes au cours des mois qui ont suivi. Qui enterra plusieurs mineurs jusqu'au cou? Qui ou quoi a tué ces hommes avec leurs propres pioches? Qui est à l'origine de l'attaque d'un camp et de l'enlèvement de 4 mineurs? Beaucoup d'inconnus et aucune explication n'a été donnée à l'époque. La mine du Hollandais perdu continue d'attirer et d'effrayer les gens qui en entendent parler. Pour beaucoup, la mine est protégée par le fantôme de Waltz lui-même. Mais d'autres pensent que les Superstition Mountains recèlent des secrets si terrifiants que nous ne sommes pas prêts à les découvrir. Le soleil se lève lentement à l'horizon, peignant le ciel d'une teinte orange flamboyante. La frontière entre le Mexique et le sud du Texas est aussi brumeuse que l'air du matin, sans qu'il soit possible de déterminer clairement qui possède quoi. Les seuls repères qui séparent ces deux nations sont le Rio Bravo et la rivière Nueces. Mais en l'absence d'accord entre les deux pays, la région devient une terre d'opportunités sans foi ni loi. Les voleurs de bétail y voient une bénédiction. Ils s'infiltrent au Texas, volant avec une agilité le bétail et les chevaux des éleveurs, qui ne se doutent de rien. Puis rapidement, ils s'enfoncent dans la nuit, disparaissant dans le brouillard avec leurs biens mal acquis. Personne ne pouvait les arrêter, car l'anarchie de ce pays leur offrait un refuge sûr. La situation était désastreuse, mais personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour arrêter les voleurs de bétail. Les habitants du sud du Texas vivaient dans la peur, se demandant ce qu'il adviendrait de leurs terres et de leur bétail. Ils étaient loin de se douter que la réponse se profilait à l'horizon. Les Texas Rangers étaient déterminés à mettre fin au règne d'Arturo Vidal, le célèbre hors-la-loi mexicain qui avait échappé à la capture pendant si longtemps. Après des mois de recherche, les Rangers parviennent enfin à le localiser dans la petite ville d'Amarillo. Mais la capture de Vidal avait un prix. La fusillade qui s'ensuivit entraîna la mort de 2 des Rangers, et leur colère et leur chagrin les poussèrent à venger leurs camarades tombés au combat, de la manière la plus extrême qui soit, sans accorder à Vidal la possibilité d'être jugé. Les Rangers firent justice eux-mêmes et pendirent le hors-la-loi à un pont. Les habitants d'Amarillo furent sous le choc, regardant le corps du hors-la-loi se balancer dans le vent. Cet incident restera à jamais dans les mémoires comme un rappel des limites que les Texas Rangers étaient prêts à franchir pour faire régner la justice. Par un dernier acte de brutalité, les représentants de la loi ont voulu envoyer un message sévère aux criminels mexicains. Arturo Vidal, l'homme qui avait osé défier leur autorité, devait être un avertissement vivant de leur vengeance. Les officiers lui tranchèrent la tête et attachèrent son corps à un cheval sauvage. Dans une effroyable démonstration de puissance, ils ont libéré le cheval,
le laissant transporter le corps d'Arturo de l'autre côté de la frontière, au Mexique, en guise d'avertissement à tous ceux qui s'opposeraient à eux. Le peuple mexicain entendit l'histoire et fut rempli de terreur et d'effroi. Dès lors, plus personne n'osa s'opposer aux représentants de la loi. Arturo Vidal était un rappel glaçant des conséquences de la défiance. L'étrange légende de l'homme sans tête s'est rapidement répandue dans tout le Texas, après que des rapports eurent fait état d'un cavalier sans tête, galopant au sud de l'état de l'Étoile solitaire. Les témoins ont décrit l'esprit chevauchant avec une intensité qui ne pouvait être ressentie que dans le froid de l'air nocturne, se dirigeant droit vers Rio Grande. Les gens parlaient à voix basse d'un cavalier fantôme qui n'était autre que Vidal, l'ancien employé du ranch, mort il y a des années. Mais personne ne savait comment ni pourquoi il était revenu sous forme d'esprit, et le mystère ne faisait que de s'épaissir au fur et à mesure des observations. La peur de cet esprit était palpable, et les cow-boys du Texas évitaient les routes de nuit de peur de rencontrer le cavalier sans tête. Mais au fil du temps, la légende ne fait que croître, et il semble que Vidal soit devenu un élément immortel du folklore texan. Les rangers qui ont participé à l'exécution d'Arturo Vidal n'avaient aucune idée de l'horreur à laquelle ils allaient bientôt être confrontés. On dit en effet que l'esprit du défunt s'est réveillé sous la forme d'un cavalier sans tête et qui s'est mis à traquer toutes les personnes impliquées dans l'affaire, avec une ardente vengeance. Sur chacune de ses victimes, il laissa la marque d'une empreinte de cheval sur la poitrine, en souvenir du rôle qu'elles avaient joué dans sa mort. La légende du cavalier sans tête perdure dans le sud du Texas, et nombreux sont ceux qui affirment l'avoir vu traverser la frontière désolée. Personne ne sait s'il s'agit de l'esprit d'Arturo Vidal ou de quelque chose de plus sinistre. Mais une chose est sûre, ceux qui croisent l'homme mort le font à leur risque et péril. La légende du Skinwalker a longtemps été chuchotée au sein du peuple Navajo, transmise avec une crainte révérentielle. Ce sont des êtres mystérieux et puissants, capables de changer de forme et de prendre celle de n'importe quelle créature vivante. Des histoires sur leur nature malveillante ont été racontées, sur la façon dont ils traquent la nuit et provoquent la terreur et la misère dans tout le pays. Les histoires de leurs victimes, jeunes et vieilles, ont été racontées. Comment elles ont été vicieusement attaquées pour ne plus jamais être entendues. On dit que la présence d'un skinwalker provoque un frisson dans l'air et un sentiment d'effroi. Ceux qui en ont rencontré un parlent de leur incapacité à bouger, comme s'ils étaient figés dans le temps. On dit que le seul moyen de s'échapper est de garder les yeux fermés et de prier. Certains ont même affirmé sentir une présence dans leur maison, comme si quelqu'un les observait. La peur d'un skinwalker est toujours très réelle, et personne ne sait quand ni où il pourrait apparaître. Cela nous rappelle qu'il y a encore des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas et que même à notre époque, il peut encore y avoir des choses tapies dans l'ombre. La peur des skinwalkers était si palpable dans le vieil Ouest que personne n'osait s'aventurer dehors les nuits sans lune. Ceux qui osaient prendre le risque ne revenaient jamais. Ou s'ils le faisaient, ils étaient changés à jamais. De nombreuses histoires de rencontres avec ces créatures circulaient, la plus populaire étant celle des fragments de silex. On disait que les fragments de silex étaient les seuls éléments capables d'identifier et de tuer un skinwalker. Lorsqu'il en approchait, le minéral brillait et s'ils étaient écorchés avec soin, leur mort était définitive. De nombreuses âmes courageuses ont tenté d'affronter ces êtres maléfiques, dans l'espoir de débarrasser le monde de leur présence malveillante. Mais pour chaque personne qui a réussi, il y en a eu d'innombrables qui ont échoué, et dont on n'a plus jamais entendu parler ou qu'on n'a plus jamais revu. Le mystère qui entoure les skinwalkers perdure encore aujourd'hui, et personne ne sait avec certitude si ces créatures existent vraiment. Mais une chose est sûre, les légendes de ces créatures perdureront dans l'esprit de ceux qui sont assez courageux pour raconter leur histoire. Alors que le soleil commence à se coucher, les villageois se rassemblent autour du feu. Leurs visages éclairés par la lueur orangée, ils parlaient des créatures mystérieuses, de ceux qui pouvaient changer de forme et de peau, de ceux qui pouvaient devenir quelqu'un d'autre. Les anciens parlaient à voix basse d'histoires qu'ils avaient entendues, de gens qui étaient partis en voyage et qui étaient revenus sous une autre forme, non humaine. Ils parlaient des skinwalkers, des monstres que les peaux-rouges craignaient tant. Ces histoires suffisent à donner des frissons aux plus jeunes. Même les anciens semblaient inquiets, comme s'ils savaient que ces créatures étaient toujours là, tapies dans l'ombre. Mais les histoires ont persisté, et la légende des skinwalkers est toujours présente dans le cœur et l'esprit des peuples indigènes. Si vous interrogez un descendant Navajo à leur sujet, il vous dira probablement, à voix basse, de faire attention, car mentionner leur nom, c'est attirer leur attention. Lorsque nous commençons à nous plonger dans les légendes et les mystères, nous ne pouvons que nous demander si tout cela est vrai. Y a-t-il un fond de vérité ou ne s'agit-il que de contes destinés à divertir et à fasciner? Qu'en pensez-vous?
Ces histoires sont-elles de la fiction ou pourraient-elles être réelles?